Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Vision Équipement Technologie sur le sujet de Titane. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Magali Moignet. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir le docteur Philippe Gérante qui est avec nous. Je vais laisser la parole à Philippe le temps que tout le monde se connecte. On va pouvoir se présenter. Bon webinaire à tous. Alors, Philippe, bon, oui, je oui. passe l'antenne. Merci, Cognac G. Je suis ravi d'être là pour vous parler un peu du titane. Si je me présente, j'ai une activité clinique, prothèse et puis surtout prise en charge des pathologies articulaires. Et puis, je travaille aussi avec de la reprogrammation neuromotrice pour avoir une approche globale de la prise en charge des patients. Ça doit faire maintenant 7 ans que j'ai le TIS Analysis. Et ce soir, ça va être une façon de vous présenter un retour d'expérience et ce qu'on peut attendre de ce dispositif. Magali, Oui. euh, faudra me dire quand je peux commencer directement la présentation. Voilà. Oui, c'est bon. J'en profite juste pour rappeler à tous les participants qui sont connectés que vous avez la possibilité de poser vos questions en bas dans la rubrique questions-réponses chat. Normalement, les deux fonctionnent. À la fin, on prendra un petit moment pour y répondre. Et pour moi, c'est tout bon, Philippe. Allez, on démarre. Merci. Alors, l'électromyographie de surface en pratique clinique dentaire, effectivement, c'est une sacrée innovation technologique. Donc, on va aller faire un peu le tour de ce qui se passe. D'abord, sur la présentation succincte du dispositif médical que représente le titane. Vous avez deux versions du titane, une version 4 électrodes et la version plus moderne, plus large, à 6 électrodes. Parce que ça nous permet d'inclure des notions de posture qui sont effectivement très intéressantes dans la prise en charge de nos patients, aussi bien en orthodontie, en prothèse complète, en prothèse supra-implantaire, en prise en charge de pathologies type DTM, qui est le cœur de mon activité. Alors, vous voyez que vous avez des coefficients qui ont été édités par Titan. Vous avez le POC, le barycentre, le torque, l'impact et la symétrie. On reviendra un peu plus en détail sur tout ça. Là, c'est une petite vidéo de présentation assez succincte pour montrer quand même que ça se connecte très facilement. Voilà, ça, c'est les électrodes, il faut les activer. Vous avez l'interface qui s'ouvre, vous avez une fiche patient qui va vite. Là, vous avez des électrodes à poser sur des zones cibles qui sont les temporaux antérieurs et les masséters. Donc ça, c'est des choses qu'on peut travailler en clinique pour performer sur les résultats. Là, ce que vous avez vu, c'est une morsure rapide sur les cotons pour calibrer. Il y a un petit souci. Alors attends Philippe, on n'est On plus m'a- sur le... Voilà, on n'est plus... Il faut ouvrir ton PowerPoint. Voilà, ok. Là, on y est de nouveau? Oui. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça a coupé, mais voilà. Donc on en était à l'utilisation de ce dispositif avec une calibration qui permet de normaliser l'enregistrement et qui permet... Est-ce que vous avez la fenêtre de droite ou vous avez un plein d'écran sur la préparation, la présentation? J'ai un plein écran, mais j'ai les petites fenêtres sur le côté. Oui, c'est ça qui... Voilà, ça a Ah disparu. voilà, ok. Très bien. Donc, c'est assez simple comme dispositif. Et quand on est rodé, eh bien, en allez, moins de 7 minutes, 5 à 7 minutes, on arrive à avoir une information et un enregistrement pertinent. Alors, pourquoi l'électromyographie? Ben voilà, en fait, on va prendre quelques petites similitudes dans ce qui se passe dans la bouche. Les muscles qui sont accessibles à l'électromyographie, c'est effectivement le temporal antérieur et puis le masséter. On voit qu'on serait intéressé pour avoir les petits rhizoïdiens, mais le problème,
c'est qu'on ne peut pas les mettre des électrodes. Il y a des études qui ont été faites avec des électrodes aiguilles, mais ça sort d'un cadre de pratique clinique et on rentre dans le cadre de recherche fondamentale. C'est pour ça que on insiste sur le fait que d'avoir un électromyographe simple à utiliser est une plus-value dans notre clinique tous les jours parce que ça devient un outil qui reste quasiment tout le temps branché dans votre cabinet. Alors, pourquoi le MG de surface? Parce que si vous faites un examen clinique, vous allez habituellement palper avec votre index, qu'il faut calibrer la pression que vous mettez sur les muscles. Et donc, on peut dire que dans cet examen clinique, sur la mesure de l'activité musculaire, bah, ce n'est pas très subjectif quand c'est un examen clinique. On a une absence de quantification des forces, on a une évaluation que je dirais à la louche, on n'a pas de détection vraiment d'asymétrie et on est plutôt dans l'empirique, mais il faut reconnaître que certains praticiens ou ostéopathes ou kinés ont une lecture vraiment très fine. Mais cette lecture, elle ne rentre pas dans le cadre d'un partage avec des correspondants, elle ne rentre pas dans le cadre d'un partage de communication avec le patient et sur la présentation de la prise en charge de son traitement. Vous voyez qu'il y a un ICC qui est supérieur à 0,88, ça veut dire que on a une qualification de fiabilité de la mesure des index. Alors, le MG de surface amène en fait une vectorisation de l'enregistrement et ça permet d'avoir un archivage des mesures, une reproductibilité des mesures grâce à la calibration uniquement sur le titane par rapport aux produits concurrents. Et vous verrez que Titane a fait un gros effort sur la simplification des lectures parce que je vous montrerai ce que c'est qu'une mesure d'un signal électromyographique tel qu'on peut retrouver dans les produits concurrents. Et souvent, il faut vraiment être très motivé pour pouvoir utiliser ces produits. Alors, on a ces 5 paramètres. Vous voyez dans la littérature, Ferrario et puis surtout avec toute cette équipe de Occluso de Milan, ils ont fait des mesures d'index, du POC, du bar, du torse, de l'impact et de la symétrie, puis ils ont mis des valeurs, alors qui ne sont pas tout à fait les valeurs qu'on va retrouver sur l'interface du titane, mais historiquement, ils ont essayé de définir le diagnostic qu'on pouvait faire grâce à ces mesures. Vous voyez que si vous avez pour le POC qu'on va calibrer, le POC, c'est la mesure du degré de synchronisation d'un même groupe musculaire pendant le contact de morsure maximale. Ça, c'est important. On voit que si vous avez une symétrie bilatérale, eh ben, vous êtes, et que ça s'éclaire en vert, en règle générale, votre POC est calibré, enfin, est normalisé. Mais dès qu'on va descendre et qu'on a des asymétries qui apparaissent, on va être dans le cadre, par exemple, diagnostic de DTM. Sur le barycentre, ben, pareil, ce qu'on essaye de voir. Alors, le barycentre, il va y en avoir deux. Il y a le barycentre des temporaux, le barycentre des masséters. Ça va se calibrer, ça va se représenter par des petites cibles. Et la valeur absolue est remarquable en clinique, c'est quand ces petites cibles, elles sont au cœur des croix que vous verrez dans les relevés de mesure sur le titane. On voit que quand on a un équilibre masséter temporal, eh bien, la balance antéro-postérieure est respectée. Dès qu'on a bah, quelque chose qui va aller plus sur l'avant, plus sur l'arrière, on va être à se demander si on est à la bonne DVO ou si on a une hyperactivité des zones postérieures, hyperactivité des zones antérieures. On voit la corrélation pour ceux qui font de l'orthodontie et qui veulent corriger des classes 2, des classes 3. Eh bien, le barycentre est un élément informatif. Vous verrez dans des cas cliniques le suivi qu'on peut faire pour amener à la bonne décision. La torsion, bah, c'est pareil, c'est droite-gauche, là, ce côté-là. Là, ça peut nous indiquer si bah, le patient a son équilibre occlusal qui est bon sur le côté gauche ou sur le côté droit. Et là, il y a des faux amis au niveau de la torsion.
parce qu'il faut compléter notre petite analyse avec un petit papier articulé, parce que vous avez des cas, des patients qui vont avoir une suractivité sur le côté où il y a le plus d'ancrage dentaire, ou, et donc à ce moment-là, quand vous mettez votre petit papier ben, en morsure, eh ben, vous n'arrivez pas à retirer le petit papier. Et quand vous le mettez dans le côté controlatéral, eh bien, en fait, vous avez souvent une légère inocclusion et donc le papier n'est pas retenu par le plan de morsure. Et vous avez dans les mêmes situations des patients, c'est l'inverse. En fait, le patient est en appui, par exemple, sur un côté gauche, il est en occlusion, il y a une inocclusion droite, mais dans les informations qu'on va retenir, on va avoir une hyperactivité à droite, parce qu'en fait, le masséter et temporaux vont se contracter pour aller chercher le contact. Voilà, c'est juste ça qu'il faut arriver à bien diagnostiquer. L'impact, alors ça, c'est un élément extrêmement important, ça va nous donner la valeur de la santé musculaire. Et donc, un muscle qui a trop contracté, qui est en souffrance, eh ben, il est incapable de faire du recrutement des fibres musculaires. Et dès que le patient va se mettre à serrer, en fait, ça va relâcher. C'est là qu'on aura des valeurs de mesure assez faibles. Et la symétrie, c'est le dernier indice qui va nous montrer la différence entre les quatre groupes musculaires. Alors, effectivement, on va mesurer le masséter droit et gauche. Le repérage, bah, c'est à l'angle mandibulaire. Donc, en règle générale, les masséters sont assez faciles à repérer. Bon, pratique clinique, on pourra vous faire des démos en formation si vous voulez apprendre à poser ça le mieux possible. Ce qui est important, c'est surtout la détection du temporal antérieur. Et quand on a des sous-activités des temporaux, ça arrive, eh ben on a du mal à repérer. Donc il faut faire travailler le patient et puis il ne faut pas hésiter à poser ses doigts pour aller repérer la zone d'activité du temporal. Pour que ça marche bien, il faut surtout une préparation du nettoyage à l'alcool pour éviter tout ce qui est gras et qui va empêcher les électrodes type ECG de coller parfaitement. Il faut des électrodes bipolaires, une distance de 20 mm et comme ça, vous assurez régulièrement en visuel, il faut que vous regardiez que les électrodes soient bien restées collées parce que des fois, on a des aberrations, c'est juste qu'une électrode s'est décollée. Parfois, c'est si vous avez des fonds de teint qui n'ont pas été enlevés ou des choses comme ça. Et les hommes qui ne se sont pas rasés suffisamment, parce qu'effectivement, au niveau des joues et des masséters, il faut le faire. Alors voilà à quoi ressemble un signal électromyographique. C'est ce qu'on retrouve chez Cassette, chez Myotronics. Alors le cassette, je l'ai eu. Et puis il a fini sa vie dans le placard parce que c'est trop compliqué à, à analyser. Parce que vous voyez, vous avez des lignes de crête, le démarrage de la contraction. Tout le travail de Tissan et des ingénieurs a été de créer un algorithme qui permet de simplifier la valeur. On voit que dans le protocole, qui est assez simple et standardisé, on doit faire ce nettoyage à l'alcool, on doit poser les électrodes, on doit laisser le patient légèrement en repos, il faut bien expliquer au patient ce qui va se passer, et on va lui demander pendant 5 secondes d'exercer un serrement maximal. Et après, il y a un relâchement. Parfois, les patients relâchent un petit peu avant. C'est pour ça que je recommande parfois de faire la calibration une première fois. C'est une valeur test. On laisse le patient se reposer 30 secondes. Et après, on peut faire la deuxième calibration, qui c'est celle qu'on va réserver pour la valeur des calculs indexés. Alors en fait, au niveau du POC, on va essayer de trouver des états de fonctionnement. Alors vous voyez que les valeurs 80, 79 et 60, en fait, c'est un pourcentage d'activité. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on va retrouver dans les index typiques du titane, qu'on va voir un tout petit peu, mais c'est ce que la littérature a redonné dans la recherche fondamentale, notamment de chez Ferrario et toute son équipe de Milan. C'est que si vous avez une symétrie qui est autour des 88%, eh ben votre POC, il est normalisé. Si vous avez une asymétrie modérée, vous pouvez avoir des pathologies qui commencent à se mettre en place. Et si vous avez un POC qui est inférieur à 60, effectivement, vous avez déjà le cadre d'un dysfonctionnement. Mais ce dysfonctionnement, on peut retrouver aussi bien en orthodontie avant un plan de traitement initial. On pourra suivre l'évolution de tout ça. On va le retrouver
sur des cas d'érosion. On va le retrouver dans des cas de construction prothétique avec une occlusion qui aura pas été suffisamment affinée ou quand on a par exemple des différences de matériaux dans les faces occlusales des dents, soit des amalgames, des composites, des inlays céramiques, des inlays métalliques, de la full zircone, on va avoir une usure, une érosion qui ne sera pas la même. Donc effectivement, on va avoir une évolution du POC. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, on va mesurer à gauche et à droite et on va recouvrir, on va avoir des courbes. Et ce qu'on veut, c'est que le delta entre les deux courbes soit le plus faible possible. Voilà, vous avez trois situations. La situation de gauche, vous avez un POC à 92. Vous voyez que les deux courbes gauche et droite sont superposées. Et plus vous évoluez vers la droite, plus la symétrie des deux courbes se décale, ce qui prouve une asymétrie fonctionnelle. Au niveau du barycentre, en fait, ça va être l'équilibre antéro-postérieur. On aimerait, dans le meilleur des cas, d'avoir 50% des forces qui se répartissent entre l'avant et l'arrière. Mais on va voir, par exemple, sur des classes 2 ou des classes 3, on va avoir des variables. Alors, c'est une information qui est très importante, mais il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des patients qui peuvent être non pathologiques. Donc, il ne faut pas systématiquement vouloir modifier. Il faut juste que comment on appelle ça, l'asymétrie soit respectée. Un barycentre qui est légèrement décalé, mais si vous n'avez pas d'asymétrie, ça fonctionne. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Le torque, voilà, ça c'est un élément qui est important parce que ça montre les tractions. On peut avoir souvent ça quand on a une luxation au niveau de l'ATM. Donc on va avoir une traction ou une compression au niveau de l'ATM et on va avoir des valeurs de torque qui seront suffisamment évocatrices. Et on va dire que l'index que je surveille le plus, parce que c'est l'impact, parce que c'est la capacité que le patient a à engager un serrage constant pendant les 5 secondes de l'examen. Alors, la symétrie, effectivement, c'est la différence entre le gauche et la droite. On préfère avoir cette asymétrie qui est le plus faible possible, prouvant que le fonctionnement gauche-droite est le bon. Ne pas oublier que parfois, quand vous allez utiliser ces index-là, vous allez essayer d'équilibrer, par exemple, des gouttières, et vous verrez que, par exemple, la symétrie, elle n'arrive pas à bouger. Alors là, c'est la petite information cachée qui fera partie d'un deuxième webinaire, probablement, ou de formation plus complète. En fait, c'est la fonction de mastication qui vient nous expliquer pourquoi on peut avoir, par exemple, un temporal, un masséter qui surtravaille parce qu'il fonctionne toujours dans une mastication unilatérale, par exemple, où vous avez une mastication à gauche euh, unilatérale. Et puis quand vous essayez de demander au patient de mastiquer à droite, en fait, c'est toujours la gauche qui fonctionne. Donc c'est ça qu'il faudra régler et on pourra vous montrer comment on peut utiliser des ressources de kiné ou de reprogrammation neuromotrice pour enlever ces asymétries. Alors voilà les signaux bruts que l'on peut obtenir, donc qui sont assez compliqués à mesurer. Et voilà ce qu'on va pouvoir, dans la littérature, ce qu'on peut arriver à retrouver, c'est par exemple l'utilisation du TIS Analysis dans le cas d'analyse de gouttière de Michigan. Vous avez en rouge sans gouttière et vous avez en vert avec gouttière. Et vous voyez qu'on a réussi petit à petit à normaliser tous les paramètres. Donc, ça vous permet d'échanger avec le patient et pour lui expliquer l'intérêt et le bénéfice du port de sa gouttière pour recalibrer sa situation intermaxillaire. Après, on peut utiliser effectivement l'utilisation du traitement du tisane. Moi, je le fais souvent 3, 4 fois pour les patients parce que c'est pas mal de voir l'évolution du patient dans son fonctionnement. À partir du moment où on a réussi à reprogrammer sa fonction neuromusculaire, une fonction qui était très asymétrique, le patient qui va s'entraîner à refonctionner de manière bilatérale et équilibrée, et ben, progressivement, va renormaliser ses groupes et d'analyse. Vous pouvez utiliser aussi
Le Titanalysis dans le suivi de traitement d'orthodontie. Donc ça, c'est pour communiquer avec, d'une manière interdisciplinaire. Et puis surtout, pour communiquer avec le patient, ça permet une argumentation sur les raisons pour lesquelles il faut, au-delà de l'aspect esthétique hein, de l'orthodontie. Et donc là, je fais un petit coucou à mon ami Romain Depapé et ses magnifiques formations en orthodontie neuromusculaire, parce que je crois qu'il a ouvert une voie qui est très intéressante dans la filiation des orthodonties neurofonctionnelles. Et il utilise aussi le titane. Donc on voit qu'on peut avoir une évolution de tous les paramètres, notamment au niveau de l'impact, si vous devez changer de dimension verticale, si vous avez des asymétries, des crossbites, tout ça, vous pouvez faire le suivi avec, avec votre électromyographe. On voit aussi qu'on peut s'en servir dans le cadre de réhabilitation prothétique, où vous allez faire un bilan avant. Après, vous pouvez faire un bilan pendant, quand vous êtes en réhabilitation temporaire et pour valider, par exemple, une rééducation fonctionnelle. Et puis après, pour la transformation de la prothèse de temporisation en prothèse d'usage. Donc on voit que dans les protocoles qu'on peut faire, effectivement, vous voyez, on va essayer de trouver dans la littérature des arbres décisionnels dans l'utilisation des électromyographes. Donc effectivement, la situation initiale qui doit être le plus complexe, vous allez faire avec des photos, des vidéos, de l'analyse occlusale avec des papiers articulés, des photos des points d'impact, les occluseurs électroniques, enfin les relevés d'occlusion électronique, et vous allez faire votre bilan initial. Et puis vous allez faire votre premier traitement et vous regardez à 1 mois, puis 3 mois, puis 6 mois, l'évolution et ça vous dit si vous avez fait gagner en termes d'intégration de vos traitements et si on a une libération de la fonction neuromusculaire. Alors, ne pas oublier qu'effectivement, c'est aussi un moyen de communiquer avec les kinés maxillo et les ostéos, et puis cette nouvelle discipline qui est la reprogrammation neuromotrice. Dans votre arbre décisionnel, effectivement, vous voyez que on met en premier la valeur de l'impact, parce que si vous avez un impact qui n'est pas suffisant, vous allez avoir un problème problème de dimension verticale, vous allez avoir un problème de fonctionnement neuromusculaire, parce qu'à partir du moment où vous avez une mémorisation d'une perte de dimension verticale, eh ben, on est parfois un peu perdu pour savoir jusqu'où on peut récupérer de la dimension verticale et dans quelle mesure les muscles élévateurs vont accepter ce changement de dimension verticale. Eh ben, l'électromyographie vient nous guider là, dans ces cas-là. Voilà, le but du jeu, bah, c'est d'avoir confiance dans la reproductibilité. Donc, on voit que les études ont été faites pour ça. La littérature est assez juste. Bon, il y a comme pour toute analyse de mesure, bah, il y a des faux positifs, des faux négatifs. Donc là, c'est la pratique clinique qui permet de coupler la mesure avec son observation clinique pour parfois euh, éliminer au maximum les faux positifs et les faux négatifs. On a une reproductibilité des index, ça c'est lié à la calibration, ce qui permet d'avoir ce suivi qu'on cherche en orthodontie, en prothèse, en implantologie, en occluso et dans la prise en charge des patients qui souffrent de DTM. Là, vous avez un peu de bibliographie sur les recherches qui ont été faites. Vous voyez la valeur de l'impact, qui est un élément qui est très important parce qu'en fait, cette valeur d'impact, on va le retrouver dans la phase de la variable de la dimension verticale. C'est ça qui va nous permettre de corriger une DVO insuffisante ou petit à petit de corriger. Par exemple, moi je vois, j'ai beaucoup de patients qui arrivent avec des gouttières qui sont surdimensionnées et qu'il faut réajuster jusqu'à ce qu'on retrouve la bonne dimension verticale. Et ça, avec des valeurs, aujourd'hui, d'un point de vue médico-légal, dans la communication avec le patient, bah, c'est extrêmement enrichissant. Voilà, c'est pour ça qu'au cœur de ce dispositif, l'impact est l'élément le plus important pour moi. Une fois qu'on a réglé
la problématique de la symétrie. Voilà. Donc, on va retrouver la valeur de l'impact aussi dans la phase de mastication, parce que c'est elle qui va permettre au patient de pouvoir broyer le bol alimentaire avec une fonction neuromusculaire, une fonction motrice musculaire qui est normalisée et non pas en souffrance. Alors, on voit que dans la recherche de la dimension verticale, qu'il y a beaucoup de choses, hein, on voit les jauges de Leaf, hein, qui sont toujours utilisées de manière symétrique, par exemple, couplées avec l'EMG, le TIS Analysis, et puis on recherche, par exemple, de corriger des asymétries en faisant des variables sur le nombre de jauges qu'on va mettre d'un côté et de l'autre. C'est assez simple. Parfois, quand on a des problèmes de DVO, les petits cotons qu'on a fait mordre, les cotons salivaires sur lesquels on a fait mordre de manière transversale, situés au niveau des prémolaires pour la calibration, moi, je les réutilise dans le sens longitudinal. Et en fait, petit à petit, je déprogramme le patient par des petits mouvements de fermeture et puis après de serrage intense jusqu'à ce que toutes les curseurs se renormalisent. Je vais vous montrer ça un petit peu plus loin. Donc après, on se fait un arbre décisionnel. On voit que quand on a une OIM stable, on va valider la position de référence et on sait si on va vers une position thérapeutique et si on maintient la DIVO initiale, ou si on a une OM pathogène et qu'on a une instabilité, auquel cas, on va voir. Excusez-moi, il faut que je boive un Petite coup. pause. Oui, petite pause. J'en profite pour ceux qui nous ont rejoints, parce que je vois qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints en cours de route. Vous pouvez poser vos questions dans la rubrique Q&R en bas de votre écran. Hop là, pardon, j'allume ma caméra, ça sera mieux. Voilà, donc vous pouvez poser vos questions et on y répond à la fin du webinaire. Voilà. Je repasse l'antenne si c'est bon. Merci. J'ai vu Alors, que vous aviez demandé s'il y aura un replay. Vous recevrez normalement automatiquement le replay demain ou après-demain, enfin dans les heures qui suivent le webinaire. Voilà. on va pouvoir reprendre l'arbre décisionnel. En fait, la question est sur la partie la plus extrême. Pardon. Est-ce qu'on va diminuer la DIVO? Est-ce qu'on va la conserver ou est-ce qu'on va l'augmenter? Et bien là, effectivement, la notion d'impact sur la mesure de Tisane nous permet progressivement de faire plusieurs examens en augmentant la dimension verticale, en mettant des cales en composite, en rajoutant des jauges de Leaf de manière symétrique ou asymétrique, d'augmenter cette DV, et après de la retester avec le Tisane et de le valider. Alors, voyez, par exemple, un cas de bruxisme sévère. Donc, on a une perte de dimension verticale et on va aller dans le cadre de la recherche de la nouvelle dimension verticale. On voit que initialement, on a une asymétrie. Vous voyez, on a les petites flèches. Alors là, il y a des indicateurs ici. Magali, est-ce qu'on voit ma flèche ou pas? Oui, oui. Non? Oui, on Oui, la oui, voit? oui. Donc Oui. voilà, donc c'est ça la valeur des impacts. L'idéal pour un patient qui est 100% normalisé, c'est que le point rouge qui représente l'activité des masséters, en fait, on voit que on a une suractivité du côté gauche et que, en fait, la flèche, elle nous montre vraiment une instabilité et que le patient, en fait, il va déraper sur certaines faces occlusales et pour aller dans le centre d'un recentrage. Voilà, donc, et pareil, et on voit que il a beaucoup d'activité postérieure. Bon, bah, c'est un cas de classe 2 avec érosion. On voit que quand on commence à tester des solutions de dimension verticale, vous voyez, là j'ai une solution. On a équilibré au niveau du POC, au niveau des temporaux, donc il y a une forme de symétrie qui est assez bien. POC des masséters aussi, vous voyez, on est proche de la valeur centrale qui est là et là. Les barycentres sont encore un tout petit peu trop postérieurs, hein, on aimerait les mettre là, mais on voit que vous avez quand même un éclairage qui vous guide
cliniquement, pour prendre une décision, vous voyez que là, vous êtes dans le jaune, donc c'est pas favorable. Et ce qu'on cherche, c'est à éclairer le score total avec quand vous êtes ciblé en vert, bah, c'est que vous êtes plutôt pas mal. Alors, vous voyez la différence, là, c'est toujours en test pour évaluer la dimension verticale et le repositionnement intermaxillaire. On voit qu'on a tout allumé pratiquement en bleu. On voit que, vous voyez, son impact est normalisé à 100. Alors que là, le patient, pendant le test, il a vraiment surserré. Il voulait tellement rentrer dans le scoring et montrer qu'il était d'une forte collaboration, qu'il a serré très très fort. Mais il est capable de serrer très très fort. Mais vous voyez, quand c'est rentré très fort, ça a stabilisé sa position là. Et dès qu'on lui demande de moins serrer, vous voyez que de nouveau, il y a un léger dérapage. Donc ça, c'est des informations qu'il ne faut pas hésiter à répéter, et ça veut dire qu'on n'a pas encore tout à fait restabilisé la situation. Mais si on regarde par ces camemberts, qui est une deuxième façon d'exprimer l'activité musculaire, vous voyez qu'initialement, on avait une très forte activité du masséter gauche, moindre que le masséter droit. Vous voyez les index 41, 22. Vous voyez que le temporal droit, il est à 14. Bon, il faudrait augmenter la valeur autour des 22, 23, là, sur le temporal. Et c'est avec les petites cales qu'on a mis en bouche, vous voyez, petit à petit, progressivement, on a réussi à renormaliser sa position intermaxillaire. Donc, on voit l'activité à peu près symétrique des masséters. On a un tout petit peu d'activité supérieure du masséter droit. Mais vous voyez qu'au niveau des temporaux, on est 24, 24, 24. Donc, là, ici, initialement, sur une séance de mesure, vous avez renormalisé les choses. Et puis après, il faut que le patient puisse retravailler et que tout son système neuromusculaire se réhabitue à la normalisation. Alors, vous voyez qu'on a cherché la dimension verticale. Voilà, il n'y a pas de mouvement transverse. Donc, c'est la technique de la butée antérieure, hein, ça, c'est tout à fait analogique. Et puis après, une fois que vous avez trouvé la longueur par les tests phonétiques pour le rallongement de ses dents et la valeur de la relation intermaxillaire, vous venez remettre des cadres dans les secteurs postérieurs et refaire votre tisane. C'est pour ça que vous avez la dernière mesure et celle que vous avez vue dans la slide précédente. Bah, d'autres cas, vous voyez des cas d'érosion sévère, hein, où on a une perte de dimension verticale, on a une fonction masticatrice très asymétrique. Donc, on va faire toutes les mesures d'enregistrement pour arriver au mock-up wax-up qu'on va valider au niveau du TIS Analysis. Vous pouvez aussi vous en servir dans des cas de DTM, parce que vous voyez, là, c'est une patiente qui m'a été adressée. Elle a eu de l'orthodontie, elle a eu, vous voyez, un masque de l'air, des bagues. Elle a un travail très stressant, donc elle a beaucoup de douleurs au niveau de la TM. Et puis, elle s'est retrouvée sur un facteur déclenchant bah, qui est un accident de travail. Et tout ce qui était sous-jacent euh, s'est mis en marche. Et donc, elle n'arrivait pas à régler son problème de DTM. Alors, vous voyez, là, ici, on va travailler sur les éléments de comparaison. On voit qu'il y a une forte asymétrie. Là, j'essaye d'augmenter la dimension verticale. Et puis, petit à petit, ben, j'arrive à trouver la valeur qui permet de faire travailler ces muscles élévateurs masséters et temporaux à peu près correctement. Vous voyez qu'on a le POC des temporaux, POC masséter qui est à peu près calibré. Vous voyez qu'elle est toujours en hyperserrage. Alors là, ça veut dire sûrement que la dimension verticale de la gouttière est un petit peu trop haute parce que ça sursollicite sa fonction de serrage. Au niveau des barycentres, on est un tout petit peu trop antérieur, donc ça se règle avec le temps. Mais vous voyez que les autres paramètres, la symétrie de la torsion, on est arrivé en normalisation. Vous voyez, de nouveau, là, c'est plus évocateur les camemberts, et ça, c'est la force du tisane. Vous voyez que là, vous visualisez bien que vos quatre camemberts, ils sont pratiquement identiques. Alors que là, on voit qu'il y a une forte asymétrie. Donc, c'est le côté très didactique de ce logiciel. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Bah, ça veut dire qu'avec votre gouttière, vous avez réussi à renormaliser et qu'après, ben, pour ce genre de patient,
bah, il y a une prise en charge kiné parce que vous avez levé l'entrée haute et après, il faut travailler sur la zone des trapèzes, il faut travailler sur le dos pour libérer toutes les tensions et vous pouvez effectivement amener à un suivi titane, renvoyer au correspondant qui après, lui, prendra la décision de modifier, de remplacer la gouttière par ou des onelettes sur élévation ou tout ce qui lui semblera bon, peut-être reprendre de l'orthodontie, mais quand on a déjà eu, c'est un peu compliqué. Quoique, là, c'est aussi un autre patient. Donc, on voit qu'il y a une asymétrie, il y a un crossbite, il y a déjà eu un traitement d'orthodontie, il est en récidive, il a des douleurs, vous voyez, au niveau du digastrique, au niveau des masséters, du ptérygoïdien latéral, des deux côtés, donc il y a une forte douleur. Quand on regarde son titane, ici, eh ben, vous voyez qu'il y a vraiment une forte asymétrie, il y a beaucoup de travail du côté gauche, ces barycentres sont très antérieurs, et puis il y a une instabilité occlusale. Donc là, on arrive à mettre une gouttière. Vous voyez, on est passé d'un axe jaune à vert. Et puis que, vous voyez, au niveau des POC, on a encore un petit peu trop d'activité à gauche. Mais vous voyez que c'est son première étape avec sa gouttière. Donc ça vous amène à quand même à- à aller chez le kiné pour arriver à détendre les muscles qui maintenant n'ont plus à compenser une instabilité. Et après, bah, il y a une décision d'un traitement d'orthodontie et de chirurgie orthodontique pour le lever, le crossbite. Alors ça, c'est un exemple qui est très intéressant sur le titane. Là, c'est la prise en charge de sportifs de très très haut niveau avec mon ami Régis Meka, qui est l'ostéo de l'équipe de France de ski à Challes-les-Eaux. Et vous voyez, le patient, il a eu un choc en ski, donc un choc sur la mâchoire. Donc, conséquence, douleur au niveau de l'ATM, douleur au niveau du dos. Il y a une compensation posturale. Quand on fait son titane, eh ben, vous voyez qu'il y a un surfonctionnement au niveau musculaire du côté gauche par rapport au côté droit. Donc là, on a utilisé une méthode de reprogrammation neuromotrice, c'est-à-dire qu'on efface la mémoire du chaque par de la représentation mentale. Ça, je pourrais vous en parler une autre fois. Et vous voyez, dans la même séance, puisque la reprogrammation a été faite en 1 heure, vous voyez que la libération de la mémoire du choc ben, remet les camemberts au bon niveau et qu'on a une renormalisation et qu'on n'a absolument rien fait dans sa bouche. C'est juste la contracture musculaire. Donc, il n'y a pas beaucoup d'éléments diagnostiques hein, qui vous permettent de normaliser tout ça. Et pour les athlètes, par exemple, ça permet de faire un neurofeedback, hein. Il a revisualisé comment il pouvait contracter grâce à ces zones visuelles. Ah, c'est une autre sportive, là, pareil, c'est une championne de France de jiu-jitsu brésilien. Et donc, pour savoir, qu'est-ce qu'on choisit comme référence quand on fait un protège-dents? Donc, il faut mesurer la relation intermaxillaire. Vous voyez que le pilotage de la recherche de la position et de l'augmentation de DV pour mettre l'épaisseur du protège-dents, hein, qui a une certaine épaisseur pour pouvoir avoir son effet de protection. Et puis, est-ce qu'on met des engrainements ou pas pour bloquer la mandibule en cas de choc? Ça, c'est plutôt pour les boxeurs. Et vous voyez qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on est son test sans protège-dents. Et je vous ai montré des petites cales. Non, je vais peut-être pas insister, mais j'avais mis des petites cales rigides qui me permettent d'augmenter la dimension verticale. Et ça, c'est la dimension verticale, les valeurs qui sont retrouvées avec un patient muni de son protège-dents. Donc on voit qu'on n'a pas décalé les informations, alors vraiment de manière légère, hein, mais surtout, vous voyez qu'au niveau des POC, tout va bien. Au niveau de l'impact, vous voyez qu'avec une augmentation de la dimension verticale, alors ça peut être une astuce dans la recherche de performance, en modifiant légèrement la dimension verticale, vous pouvez augmenter la puissance de serrage, qui peut avoir des conséquences au niveau des contractions musculaires en chaîne.
au niveau des membres supérieurs, des membres inférieurs. Enfin, après, c'est toute la logistique euh, de l'optimisation de la performance sportive. Vous voyez, vous avez des petits index aussi qui vous permettent de comparer et de mesurer les gains. C'est des outils qu'on a dans le Titan. Vous voyez, vous pouvez mesurer qu'en augmentant la dimension verticale, eh ben, on peut avoir un gain de puissance qui va être de 29%, bon, ce qui n'est pas négligeable dans la recherche de performance. Je voudrais associer pour la fin de ce webinaire le travail, je voudrais associer Franck Rémilleux, qui est l'ostéopathe avec qui j'ai beaucoup travaillé quand il venait très souvent à Lyon dans le cadre de nos formations sur la reprogrammation neuromotrice. Voilà, un petit coucou Franck. Et je sais que je suis allé très vite pour la présentation pour faire synthétique, puisque c'était le principe, mais je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Et je remercie Magali, qui est une interlocutrice exceptionnelle. Vous avez beaucoup de chance, et j'ai beaucoup de chance de l'avoir pour répondre à toutes nos questions concernant le titane. Et je remercie Philippe Ducreux de son invitation et puis de m'avoir intégré dans son équipe de formation qui est assez remarquable. Voilà, Magali, je vous Merci. rends pas la parole. Merci beaucoup, Philippe. C'était très bien. Je pense que c'était clair. On a eu d'ailleurs des questions. Oui, Je ne sais pas si on va avoir le temps de répondre à tout le monde. Si dans le cas où on va prendre 5 minutes pour oui, répondre. Si on oui. n'a pas le temps de répondre à tout le monde, on répondra. On vous oublie pas. On vous répondra plus tard. Alors. Euh, il y a la première question, ça a été au tout début hein, du webinaire et c'était est-ce que quand le barycentre est antérieur, est-ce que on est en présence d'une classe 2 et est-ce qu'on est en présence d'une classe 3 quand le barycentre est postérieur? Globalement, oui. Globalement, quand on a un barycentre, en fait, ce qu'il faut regarder au niveau du barycentre, c'est la différence qu'il peut y avoir entre l'activité musculaire et l'aspect squelettique. Mais effectivement, d'une manière assez synthétique, on peut avoir, quand on a un barycentre antérieur, on est plutôt classe 3, et quand on a un barycentre postérieur, on est plutôt classe 2. Ok, merci. Donc j'ai répondu pour le replay. Donc vous aurez le replay, vous pourrez revoir ce webinaire. Vous avez on vous salue. Merci. Alors, il y a une question. Donc, c'est bonsoir Philippe. Quand tu testes une augmentation de DVO, est-ce que tu fais un examen titane immédiatement avec des cales ou une prothèse provisoire et de nouveaux examens après une semaine, un mois ou plus? Y a-t-il des Oui, évolutions de l'impact dans le temps? oui. La réponse est oui. C'est pour ça que je suis un adepte intransigeant sur le rôle de la temporisation. Parce que il faut bien imaginer qu'un muscle, quand il est contraint dans une dysfonction, il va développer ce qu'on appelle un engramme, c'est-à-dire un programme de fonctionnement altéré, adapté à la situation occlusale et intermaxillaire. À partir du moment où on va changer, on va libérer des zones de tension. Alors après, peu importe si l'augmentation de DV est associée, par exemple, une prise en charge kiné pour avoir une déprogrammation par la méthode périphérique ou par la méthode Aliane pour la reprogrammation d'un moyen par une méthode centrale. Mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, dès qu'on va rétablir une dimension verticale, il va falloir aussi s'attarder au rétablissement de la fonction de mastication. Oui, parce que c'est évidemment ça qui est l'élément de la plus grande stabilité. On augmente la DV et après on assure les fonctions. Et donc, effectivement, il va y avoir de la proprioception. Et donc, il y a un système interactif entre la stimulation et la régulation et la normalisation par rapport à la stimulation. Donc, oui, il faut refaire des tests. Ok, c'est très clair. Et alors là, j'ai une question, alors je trouve que c'est une question intéressante parce qu'on me l'a posée plusieurs fois en démo. En demandant aux patients de serrer fortement,
Oui. Euh, on s'expose au risque de provoquer une fracture, soit d'une couronne en céramique en situation de surocclusion, soit d'une facette céramique particulièrement fragile. Comment peut-on prévenir ce risque? Merci. Ah, donc ça veut dire Donc déjà, que est-ce que ça vous est déjà arrivé? euh, alors oui, 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 ça m'est arrivé, mais pas souvent, parce qu'il y a quand même un réflexe de protection hein, quand on serre. S'il y a vraiment une surocclusion ou une inocclusion, la pression au niveau du ligament euh, va ramener une notion de relâchement au moment du serrage. Donc, ça m'est arrivé, mais parce que le serrage s'est fait d'une manière trop précipitée et que le patient, dans la volonté de tester, de montrer qu'il était impliqué dans la mesure, a pas eu de contrôle neuro de son schéma de fermeture. Il est allé enfin, en surfonctionnement sur une dent et il a cassé sa dent. Mais ça, c'est le risque du métier, c'est pas bien grave, ça. Tant qu'il casse une facette ou qu'il casse une couronne, c'est pas grave. Mais la Mm. plupart du temps, non, parce que en fait, il y a ce réflexe ligamentaire qui fait que, d'ailleurs, quand on a un petit caillou dans un bol alimentaire, c'est l'effet de surprise qui fait qu'on ne maîtrise pas le serrage et qu'on a une luxation ligamentaire. Ou qu'on peut casser on peut casser une table occlusale ou une facette ou une cuspide. Mais si c'est sous contrôle, en règle générale, on casse pas parce que le neurofeedback va permettre le relâchement. Et c'est très clair, merci encore. Et allez, utilises-tu ce système pour traiter les cas d'usure? Bien sûr, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Ça- Non, 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 mais bien sûr, mais c'est tellement une source de sécurisation de la marche, de la démarche thérapeutique. C'est-à-dire que ça nous permet, au début, quand j'avais pas ça, je prenais des index de renormalisation du volume de la dent avec les wax-up, mock-up. On faisait des tailles normales, on disait voilà, il y a des index, telle largeur, telle épaisseur. Et on s'est retrouvé parfois avec une suraugmentation de la dimension verticale. Parce qu'avec les phénomènes d'égression, la DV à augmenter n'est pas forcément le volume final initial à restaurer. Voilà. Donc ça, il n'y a que l'électromyogramme qui permet de le faire. Alors, j'ai des cas, mais je ne peux pas tout présenter aujourd'hui, hein, donc... Il y en aura, on organisera, enfin, pour ceux pour Mais qui on ce serait la peut, première fois, voilà, suivez-nous ouais, il y a sur les des. réseaux, comme ça vous voyez quand est-ce qu'on organise des événements en ligne comme ça, sur Parce Vision Équipement qu'effectivement, Technologie. aujourd'hui, quand on est dans un flux numérique complet, merci Lauriane, eh ben, on peut effectivement faire imprimer, issu d'un wax-up numérique. Alors avec les impressions maintenant, c'est quand même abordable, très abordable. On peut imprimer des petites couronnes provisoires occlusales qu'on va coller et on va pouvoir tester immédiatement. Quand on va poser, on va pouvoir régler la dimension verticale. Comme c'est du composite relativement résistant, vous pouvez le laisser 6 mois en bouche et faire des réadaptations, c'est-à-dire corriger les points d'occlusion, rajouter de la matière en fonction de l'évolution des index. Euh, euh, je vois que, par exemple, Francesca Valati, dans son Tristep, et comme par hasard, maintenant, elle fait ce système-là d'augmentation avec des systèmes amovibles, avec des snap-on. Chez Brédan, ils font ça aussi. Ça coûte un peu cher. C'est pour ça que je préfère, avec mon labo, on a fait un tour une étude de marché et les impressions résine, compo, toutes simples, ça marche. Il faut que ce soit des traitements qui soient abordables pour les patients. Et puis ça présente une certaine forme de réversibilité parce que on colle pas très fort et ça permet de tester toutes ces valeurs-là.
Et puis, par exemple, de modifier, passer d'une fonction postérieure en mastication à une fonction antérieure, en augmentant progressivement la hauteur les longueurs des canines ou des prémolaires. Voilà, il y a tout ça qui est intéressant aujourd'hui et on voit évoluer les index au fur et à mesure de l'évolution de la fonction et de la reprogrammation, ce que montre très bien Romain Papé quand il fait de la biostimulation dans les secteurs antérieurs avec ses cales de stimulation. Eh ben, on sait que on peut le faire aussi en prothèse et petit à petit voir l'évolution des index. Voilà. Merci. Il y avait une autre question, mais je Allez, pense que je peux y répondre bah, comme vous voulez, mais allez, hop là, on y va. On verra on qui y répondra va. le plus vite. Ok. De toute façon, on est un petit peu en retard, donc une minute de plus ou une minute de moins, je pense Ouais. qu'on y est là. On fait le test avec la gouttière en bouche, non? Ah Alors, oui, voilà. alors on fait Et je un pense que test. la question, je pense que la question c'était est-ce qu'on fait le test avec, sans gouttière? Est-ce que le patient doit porter la gouttière 24 heures sur 24, même pour manger? Ah, ok. Ah, ça c'est autre chose. Parce que ça répond, c'est un peu dans la continuité de la réponse précédente. C'est pour ça que c'est une évolution chez moi. Effectivement, je fais un test initial sans gouttière. Je recherche ma dimension verticale et la relation intermaxillaire. Je fais faire une gouttière usinée et non pas une gouttière imprimée. Parce que les impressions de gouttière aujourd'hui, je trouve pas ça très qualitatif dans le temps. C'est rapide, mais c'est pas stable dans le temps. Il y a que la résine cristal, les blocs, pour moi, qui apportent suffisamment de résistance mécanique. Pour moi, c'est des gouttières qui sont assez lisses, et qui assurent le guidage canin avec une symétrie des angles fonctionnels de Planas. La symétrie est importante et une propulsion avec un désengrainement postérieur. Pas d'interférence postérieure, puisque c'est toujours là qu'on a des souffrances articulaires. Et puis au fur et à mesure, ben, on va évoluer quand on a déprogrammé et que ça fonctionne plutôt bien. Donc pareil, j'ai des vidéos, je pourrais vous montrer ça. Et ben, on passe à la phase numéro 2 qui consiste à mettre ces petites zones LED sur élévation qui, eux, vont être collés et qui vont permettre la mastication et le port 24-24. Parce qu'effectivement, en fait, ça va dépendre tout de l'indication de la gouttière. Est-ce que c'est une gouttière de traitement de SADAM ou de DTM, ou est-ce que c'est une gouttière de protection pour le bruxisme et on veut juste que ce soit la gouttière qui soit usée, mais on ne change rien à la relation intermaxillaire. Voilà, c'est la réponse, elle est dans l'orientation thérapeutique de la gouttière. Ok. C'est très clair à nouveau. Merci beaucoup, Philippe. Je pense que c'était très clair pour tout le monde. Euh, et, une dernière question. Utilisation en parallèle d'un oxymètre. Non, pas moi. Ok. Voilà. C'était la dernière question pour ce soir. Merci pour tous ceux qui ont osé poser des questions. Je pense que Bravo. c'est beaucoup plus agréable de pouvoir interagir en direct, Philippe. Euh, en tout cas, merci beaucoup. C'était comme d'habitude un contenu hyper intéressant. Je suis ravie d'avoir pu organiser ce webinaire. J'espère pouvoir en organiser du coup sur d'autres sujets prochainement. Oui, on a dit Euh, qu'il y avait les capteurs 5 et 6 à utiliser pour ceux qui ont opté pour la formule plus avancée du titane. Et hmm, effectivement, on a d'autres informations délivrées par ces capteurs supplémentaires. Voilà. oui, oui. Donc un sujet qu'on pourra aborder prochainement. Merci, vraiment un grand merci. Et à bientôt pour un prochain webinaire. Suivez-nous sur les réseaux pour avoir les prochaines infos sur Vision Équipement Technologie, par exemple sur Instagram ou Facebook. À très bientôt et merci beaucoup. Au revoir.